Ok, bon, alors on va changer de sujet maintenant. On va parler du microbiote et des antibiotiques dans l'entérocolite, effectivement. Donc sujet, je pense, qui est extrêmement important, avec aussi une prise de conscience qui est importante concernant les stratégies de traitement des nouveau-nés. Donc vous savez que l'entérocolite, bon, c'est une inflammation étendue du tube digestif. Je ne vous rappelle pas la définition, c'était pour faire joli. Et donc elle survient essentiellement chez le nouveau-né prématuré avec une prévalence variable selon les lieux et les périodes. Ça reste quand même un mystère, c'est agaçant parce qu'on a beau faire des efforts, malheureusement, on en a encore régulièrement. Alors les causes sont multifactorielles et mal connues. L'apparition de l'entérocolite chez le nouveau-né prématuré donc, est probablement liée à une combinaison de facteurs de risque. La définition là est très mauvaise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a probablement une prédisposition génétique parce que tous les enfants, alors qu'on a des prises en charge plutôt homogènes, ne feront pas d'entérocolite. L'immaturité intestinale, les anomalies de la microvascularisation et la colonisation intestinale anormale avec la perturbation du microbiote. Donc vous avez tout ça ici que vous ne pouvez pas lire. Donc le microbiote, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de micro-organismes qui sont hébergés dans le tractus gastro-intestinal. Donc on en parle de plus en plus. C'est énorme. Alors moi, je ne vous ai pas mis ça, mais ça représente, je crois, plus de cellules que les cellules de notre organisme, le nombre de bactéries de microbiote. C'est un écosystème complexe qui repose sur un équilibre hôte, entre l'autre, les bactéries commensales et les nutriments. Et il est extrêmement important pour notre vie, la vie de l'hôte, notamment donc, sur le plan métabolique, tel que la digestion des acides gras, par exemple, à chaîne courte, puisque les bactéries, elles font du métabolisme pour nous, en fait. C'est une espèce d'extension de notre capacité métabolique. La production de vitamines essentielles, la récupération d'énergie. Elles servent de barrière aussi en protégeant l'hôte contre la colonisation des bactéries exogènes et permettent la maturation du système immunitaire digestif, en particulier chez les plus petits, donc nos enfants prématurés, en induisant une tolérance vis-à-vis des bactéries qui le constituent. Chez le nouveau-né à terme, il y a une cinétique de développement du microbiote qui maintenant est bien connue, avec au départ, le tube digestif va être colonisé par des organismes anaérobies. Donc c'est ceux que vous avez ici. Et comme ils sont assez aérobies, ils vont consommer l'oxygène du coin. Et du coup, après, c'est les anaérobies qui vont venir dans un deuxième temps. Donc premier temps, entérobactéries, staphylocoques, entérocoques, et puis ensuite ceux qu'on aime bien, les bifidobactéries, les bactéroïdes, les lactobacilles, qui vont arriver. Et donc, on sait que la mise en place du microbiote du nouveau-né à terme va dépendre de la voie d'accouchement. Vous savez que les accouchements par césarienne modifient l'installation du microbiote, la prématurité, les modes d'alimentation et les antibiotiques. Il se compose pour le nouveau-né prématuré. Alors oui, pardon, chez le nouveau-né prématuré, il n'est pas tout à fait pareil que celui du nouveau-né à terme, ce microbiote, puisqu'il va se composer en fait majoritairement des premières espèces à apparaître, staphylocoque, entérocoque et entérobactère et clostridium, parce qu'en fait le prématuré il a un retard de colonisation et une faible abondance de certains genres tels que les bactéroïdes, les lactobacilles et les bifidobactéries. Or, c'est ceux-là qui ont des propriétés bénéfiques. Et en revanche, donc, ils ont une colonisation plus fréquente par ceux qu'on n'aime pas beaucoup, les entérobactéries et les clostridiés. Donc, en gros, ils ont une plus faible diversité microbienne et une plus grande proportion de bactéries pathogènes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le lien, puisque c'est notre propos, entre ce microbiote qui est perturbé chez le prématuré et donc qu'on appelle dysbiose parce qu'il est déséquilibré, parce que donc il n'est pas constitué comme il le devrait être avec un équilibre dans les bactéries qui constituent normalement l'écosystème, et le lien avec l'entérocolite. Alors, donc, on sait qu'il existe une plus faible diversité de richesse bactérienne chez les patients présentant une entérocolite par rapport aux patients contrôle. Ça a été montré, je vais vous le remontrer d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est que les cas d'entérocolite ne s'observent pas chez le prématuré. Le late preterm, c'est autre chose. Chez le prématuré, avant les 8-10 premiers jours de vie, quand les premières bactéries se sont implantées, et lorsque la colonisation par des genres anaérobies strictes commence. Et on sait que plus le nouveau-né est prématuré, plus la colonisation commence tard et plus faible est la diversité bactérienne. Et alors, on a aussi des modèles animaux de souris qui n'ont pas de germes, qui sont dites axéniques. Et en fait, ces souris qui n'ont pas de colonisation de leur tube digestif ne font pas d'entérocolite. Donc, il y a vraiment un rôle du microbiote dans l'entérocolite. Et vous avez cette remarquable méta-analyse qui a montré qui a comparé donc, la composition du microbiote
de nouveau-nés selon qu'ils avaient une entérocolite ou non. Et voyez que ceux qui ont une entérocolite ont plus de protéobactéries, c'est-à-dire les bacilles, les Escherichia coli, Shigella, Salmonelle, les grammes moins. Ils ont moins de firmicutes. Les firmicutes, ce sont ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont sympas, les bacillus, les lactobacilles, les bifidobactéries. Et ils ont aussi moins de bactéroïdes. Donc, clairement, vous avez, on a un déséquilibre de la flore chez les nouveau-nés qui ont fait une entérocolite. Et là, mettons en avant les données françaises que l'on doit à Jean-Christophe Rosé suite à l'étude Épiflore, qui était une étude ancillaire d'épipage 2. Vous savez qu'épipage 2, ça inclut des nouveau-nés entre 24 et 31 semaines en France pendant plusieurs mois. Et dans cette étude Épiflore, en fait, on recueillait les cacas, les nouveau-nés, régulièrement. On les mettait au congélateur. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous, on avait un congélateur dans le sas du service pour garder les cacas et on nous a piqué le congélateur avec les cacas. Voilà. Non mais c'est terrible. Donc, dans son étude où il avait les selles de ses enfants, il y a eu 14 cas d'entérocolite. Et ces 14 cas, il les a appariés à 73 contrôles. Et vous voyez que pour ceux qui ont eu des entérocolites, les selles étaient prélevées en moyenne 3 jours après l'entérocolite, hein, ce qui est pas mal parce que souvent, quand il y a une entérocolite, on n'a pas de selles pendant plusieurs jours. Et l'âge moyen de prélèvement de ces selles était de 24 jours. Et en fait, ce qu'il a montré, c'est que, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les barres noires, parce que le reste, c'est un peu plus compliqué, je n'ai pas le temps d'en parler. Vous voyez que ceux qui ont fait une entérocolite en noir, eh ben, ils n'ont pas le même microbiote que les autres. Il y a le Clostridium, le staphylocoque qui prédomine, et il a montré que c'était d'ailleurs le Clostridium neonatale qui était prédominant. Donc on a une colonisation plus fréquente en cas d'entérocolite par la Staph aureus et Clostridium neonatale, donc ce qui a été confirmé par cette étude à partir des données françaises. Voilà, donc la perturbation, la colonisation intestinale inappropriée donc, serait un facteur dans la genèse de l'entérocolite. Et donc on l'a vu que l'étude du microbiote montre des différences chez le nouveau-né qui fait une entérocolite. Donc les conséquences sont une protection diminuée vis-à-vis des germes pathogènes hospitaliers, une réaction inflammatoire excessive au niveau des entérocytes immatures, et la prévention passe par... Donc si on veut arrêter de déglinguer ce microbiote qui déjà n'est pas en forme, c'est d'arrêter d'utiliser systématiquement les antibiotiques à la naissance, parce que ça, quasiment, il y a encore beaucoup d'endroits où prématurité égale infection néonatale bactérienne précoce, antibiotique. On peut utiliser des probiotiques et on peut utiliser le lait de mer, c'est ce qu'on va voir. Donc là, en fait, antibiotique qui est quand même une source, une cause de facteurs de risque d'entérocolite. Donc là, vous avez les 10 médicaments les plus fréquemment prescrits dans les unités de soins intensifs, et vous voyez que sortent quand même dans le top 10 et même dans le top 3 ampicilline, gentamicine et ensuite céfotaxime et vanco. Donc vous avez 4 antibiotiques qui sortent dans le top 10 des antibiotiques les plus utilisés dans les unités de néonatologie. Et vous avez ici le risque d'entérocolite en fonction de la durée de l'antibiothérapie en période néonatale, et vous voyez qu'en moyenne, vous augmentez de 50% le risque d'entérocolite après une semaine de traitement, ce qui est fait à peu près en moyenne. Donc là, c'était pour montrer l'évolution de la flore d'enfants, c'est visuel, hein, parce que ça va, c'est des couleurs. C'est des enfants qui ont été soit pas traités du tout par antibiotiques première, deuxième, troisième semaine, traités entre 1 et 4 jours, première, deuxième, troisième semaine, traités entre 5 et 7 jours, première, deuxième, troisième semaine. Donc vous voyez que les aspects des répartitions des bactéries dans le microbiote est complètement différent selon qu'on est traité ou pas et selon la durée du traitement. Donc voilà. Et enfin, l'antibiothérapie et donc l'impact de l'antibiothérapie sur le microbiote, ça c'est une revue qui a montré que donc on diminue la diversité microbienne, ça on est d'accord. C'est associé à une diminution des bactéries commensales sympathiques. Et bien sûr, surtout, on a l'émergence des BLSE qui vont nous conduire, quand il y aura une infection, à utiliser des antibiotiques encore à plus large spectre pour lutter contre ces BLSE. Donc ça, je vais passer... pourquoi je passe ça ?
Oui, non, mais ça c'était, pardon, ça c'était quand même aussi pour vous montrer que vous avez normalement un équilibre entre les anaérobies bleus qui sont les firmicutes, donc qui sont ceux qui sont positifs pour le microbiote, et les noirs qui sont plutôt négatifs pour le microbiote. Et si vous avez une diminution donc, des firmicutes parce que vous avez déséquilibré votre microbiote, les autres vont proliférer. Le problème, c'est que les autres, ils augmentent l'inflammation et la génération de réactifs du stress oxydatif, et du coup, ils vont amplifier leur multiplication, et donc vous avez encore plus de mécanismes inflammatoires qui se mettent en route. Et probablement que chez le prématuré, il y a un problème de régulation de l'inflammation et qu'il y a un excès de réaction inflammatoire. Alors la bactériothérapie, c'est l'utilisation des prébiotiques éventuellement. Donc les prébiotiques, vous savez, c'est des substances alimentaires qui vont favoriser la multiplication des bactéries du microbiote, celles qui ont un effet favorable. Donc il y a des études qui ont montré que la supplémentation en prébiotiques n'a pas d'effet protecteur sur l'entérocolite. Donc si on donne des substances comme les oligosaccharides qui vont favoriser le développement par exemple des bifidobactéries, en fait ça ne marche pas sur la prévention de l'entérocolite. Après vous avez les probiotiques. Les probiotiques, cette fois-ci, c'est directement des bactéries vivantes que vous allez administrer, donc particulièrement des bifidobactéries et des lactobacilles. Et la supplémentation en probiotiques a un effet modéré mais significatif sur la diminution de l'incidence des formes sévères d'entérocolite, mais leur usage n'est pas recommandé actuellement parce qu'il y a quand même aussi des cas de septicémie qui a été décrit avec ces bifidobactéries. Et il semblerait qu'en plus, si on met une seule souche, ça n'est pas suffisant pour rééquilibrer. Vous avez vu, il y a quand même plusieurs types de bactéries commensales qui sont bénéfiques, et donc une seule souche ne serait pas suffisante. Alors, dans la genèse de l'entérocolite, il y a aussi, donc on a vu les antibiotiques, il y a quand même aussi le mode d'alimentation. Et ça, c'est quand même clairement démontré depuis des années qu'on a une multiplication du risque d'entérocolite par 6 avec l'utilisation du lait artificiel. Et du coup, on peut se poser la question du lien entre le lait de mer, qui aurait plutôt un effet protecteur vis-à-vis de l'entérocolite, et l'effet du lait de mer sur le microbiote. Donc, effectivement, est-ce que le lait de la mer va protéger de l'entérocolite parce qu'il va agir sur le microbiote? Alors, pour réfléchir à ça, eh bien, je suis obligée de vous parler de substances que vous ne connaissez peut-être pas encore, les HMO. Les HMO, ce sont des oligosaccharides, c'est des sucres complexes que l'on retrouve dans le lait humain et qui sont quasiment exclusivement présents dans le lait humain. Il y en a un peu dans les primates non humains. Mais chez l'humain, vous voyez, ça atteint un taux de 20 grammes par litre dans le colostrum, 5 à 15 grammes par litre dans les matures. Il y a plus de 130 espèces décrites. Alors, c'est très facile, hein, comme je dis, moi, c'est du Lego. D'ailleurs, souvent, je mets un petit Lego sur cette diapo, mais je ne l'ai pas mis. C'est l'association d'une molécule de lactose, glucose plus galactose, qui va être polymérisée avec du N-acétylglucosamine. Et il y en a certains qui vont être sialylés et certains qui vont être fucosylés. Voilà, donc tout ça donne une variété de HMO. Et ces HMO vont résister au pH gastrique, aux enzymes pancréatiques et aux enzymes de la barrière en brosse. Et la majorité va donc être métabolisée par les bactéries intestinales ou excrétée dans les selles. Ce qui veut dire que les HMO n'ont pas de rôle nutritionnel. Donc vous imaginez quand même que 15 à 20% de la masse du lait, c'est des substances qui n'ont pas de rôle nutritionnel. Donc elles ont forcément un autre rôle. Parce que la nature est économe. On ne veut pas gâcher la production de molécules comme ça si elles ne servent à rien. Donc on commence à découvrir, on poursuit la découverte du rôle des HMO. Donc ça, c'était pour vous montrer, par exemple, vous voyez, dans le lait de vache, quasiment rien. Donc c'est vraiment spécifique du lait de femme. Et on sait maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui qui étudient l'effet des HMO. Donc, premier effet, comme ils atteignent la partie distale de l'intestin grêle, ils ne sont pas digérés, eh bien, les HMO sont des substrats métaboliques spécifiques de certaines bactéries, comme les bifidobactéries. Donc, quand vous n'avez pas de HMO, vous avez les moches là qui prolifèrent, et quand vous avez des HMO, c'est les jolies vertes qui prolifèrent. Donc, ça aide à façonner le microbiote et à équilibrer la flore du nouveau-né. Et alors, c'est extraordinaire le fonctionnement de ces HMO parce qu'ils ont aussi une capacité de limiter l'adhésion des bactéries pathogènes à la surface de la muqueuse. Et comment? Alors,
c'est sûr qu'ils empêchent leur production, mais ils empêchent leur fixation parce que les HMO ont une structure qui est proche de celle des glycanes qui composent le glycocalyx. Le glycocalyx, vous savez, c'est l'espèce de mucus qui a à la surface des entérocytes et qui constitue une barrière. Eh bien, les HMO vont finalement renforcer cette barrière en jouant un rôle de leurre pour ces bactéries pathogènes, ce qui va permettre de les éliminer. Et donc, je vous montre cette recherche parce qu'elle est quand même très visuelle. Hein. C'est un modèle expérimental d'entérocolite chez le souriceau, pardon, pas le nourrisson, le souriceau. C'est un modèle d'entérocolite par dysbiose. Et là, en fait, ils ont utilisé des différents modes d'alimentation. Soit ils étaient alimentés breastfed, donc allaités, soit avec une formule, soit allaités avec un HMO qui est le 2FL, qui est un des HMO connus, qui est très important, enfin très important dans le lait de mère, soit la formule avec ce HMO. Et donc, vous voyez quand même de façon visuelle, donc ceux qui sont allaités ou allaités avec les HMO, d'ailleurs, ça ne change rien. Et en revanche, ceux qui sont avec une formule, quand on rajoute les HMO, eh bien, on limite les lésions d'entérocolite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré que, en fait, si vous les rajoutez dans les 24 premières heures, alors attendez, où je me trompe, non, c'est pas celui-là. Pardon, c'est la sévérité de l'entérocolite, pardon, vous voyez ici, en fait, c'est la même chose. Vous voyez, les formules à fait, c'est ceux qui ont les formes d'entérocolite les plus sévères et les autres, pratiquement, s'équilibrent. Et c'est lié notamment à une augmentation, enfin une diminution du stress oxydatif, probablement l'effet de cet HMO. Donc là, ça résume, et je crois que vous ne voyez pas très bien, de façon théorique, à quel niveau les HMO peuvent jouer pour prévenir l'entérocolite, donc sur la prolifération bactérienne, sur l'adhésion bactérienne, et aussi, ils limitent l'infiltration par les neutrophiles de la barrière intestinale, et du coup, tout ça va permettre de limiter l'inflammation, et qui est quand même le phénomène majeur qui va détruire l'intestin au cours de l'entérocolite. Voilà. Donc, alors, ce que j'ai pas mis, parce que je pensais que j'avais pas trop le temps, c'est que y a des études, là je vous ai juste dit, attention, le lait de mère, il joue probablement un rôle, et effectivement, il y a des études humaines qui sont sorties à l'heure actuelle et qui montrent que chez les enfants qui ont fait une entérocolite versus ceux qui n'ont pas fait d'entérocolite, alors que tous étaient alimentés avec le lait de leur mère, pourquoi ils font encore des entérocolites? Eh bien, on démontre que la composition en HMO des laits de mère est différente. Chaque mère a un profil de composition particulier et que ceux qui développent une entérocolite ont des mères qui ont une diversité en HMO qui est moins importante. Donc, c'est des substances qui sont importantes à connaître et je pense qu'on va en entendre parler dans les années à venir. Voilà, donc un déséquilibre du microbiote intestinal joue un rôle dans la genèse de l'entérocolite. Bien sûr, il faut limiter le déséquilibre du microbiote en limitant l'utilisation de l'antibiothérapie néonatale précoce et en limitant la durée de l'antibiothérapie. Et donc, pensez à utiliser le lait de mère, qui a un effet protecteur et que l'on peut probablement expliquer en partie par la présence de ces HMO spécifiques à l'espèce humaine. Je vous remercie.